Bonjour, nous allons voir ensemble le premier cours du module d'endocrinologie destiné aux étudiants en 5e année de médecine à la faculté de Batna. Le cours portera sur les insuffisances antiphysaires. En introduction, l'insuffisance antipophysaire correspond à un déficit de sécrétion d'une ou plusieurs hormones hypophysaires. Elle peut être partielle ou complète, comme elle peut être organique ou fonctionnelle, et sa profondeur est aussi variable. Les manifestations cliniques et biologiques de cette affection sont variables d'une situation à l'autre. Sur le plan épidémiologique, il n'existe pour l'heure actuelle que de rares études épidémiologiques portant sur l'incidence de cette pathologie. Néanmoins, dans une population espagnole, il a été recensé 40 cas avec une incidence annuelle de 2 à 4 cas pour 100 000 personnes. Sur le plan physiopathologique, il faut savoir qu'il existe trois types d'atteintes. La première atteinte, c'est l'atteinte antéhypophysaire. La seconde, c'est l'atteinte hypothalamique. Et la dernière, c'est l'atteinte supra-hypothalamique. Commençons d'abord par l'atteinte antéhypophysaire. Il faut savoir aussi que cette atteinte antéhypophysaire ne devient symptomatique que s'il y a atteinte de plus de 75% des cellules antéhypophysaires. Cette atteinte peut être organique et dans ce cas, elle peut être congénitale par anomalie du développement de la glande. Bien, elle peut être acquise et ce sont les formes les plus fréquentes, secondaires le plus souvent à un processus expansif tumoral touchant la loge hypophysaire. Comme il peut s'agir d'atteinte fonctionnelle secondaire à un dysfonctionnement hypothalamique. Qu'en est-il des atteintes hypothalamiques ? L'atteinte hypothalamique a pour conséquence une absence de sécrétion des facteurs hypophysaires qui stimulent. Donc ce déficit peut être d'ordre congénital ou bien acquis. Quand il est congénital, il est lié à une anomalie du développement ou bien à un défaut de migration de certains neurones. Et quand il est acquis, il peut être dû soit à la destruction d'un ou plusieurs noyaux qui regroupent les neurones hypothalamiques, ou bien à la rupture des connexions fonctionnelles qui existent entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Soit, et c'est une situation qu'on retrouve assez fréquemment, c'est l'existence ou bien l'utilisation de nombreuses médications dont la prise prolongée peut être responsable d'une inertie fonctionnelle. Qu'en est-il de l'atteinte supra-hypothalamique? Jusqu'à l'heure actuelle, la physiopathologie de l'atteinte supra-hypothalamique reste imparfaitement connue. Et l'étude du contrôle supra-hypothalamique des fonctions endocrines humaines est peu accessible à l'investigation. Donc jusque-là, c'était la physiopathologie de l'insuffisance antipophysaire. Qu'en est-il maintenant du diagnostic? Donc l'expression de cette pathologie dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la célérité de l'installation du processus lésionnel, le plus souvent on parle de processus tumoral, le type de la cellule qui va être atteinte et l'âge du patient. L'installation de cette pathologie se fait le plus souvent de façon très lente, mais il peut apparaître brutalement dans le cadre d'une déclaration d'une insuffisance antéhypophysaire aiguë. L'atteinte somatotrope, bien l'atteinte de la lignée de sécrétion de la GH est le plus souvent la plus précoce, suivie par celle de la sécrétion des gonadotrophines qui sont les FSH et la LH, et puis des insuffisances thyréotropes, corticotropes et enfin du déficit lactotrope. Commençons par l'atteinte corticotrope. Chez l'adulte, l'atteinte corticotrope peut se révéler par plusieurs symptômes. Il peut s'agir d'une asthénie physique et psychique importante, associée à une pâleur ou une perte pondérale modérée. On peut avoir aussi une anorexie avec des myalgies et des arthralgies. Et comme on peut avoir des manifestations hypoglycémiques, étant donné que les hormones glucocorticoïdes sont des hormones hyperglycémiantes. Il peut s'agir aussi d'une hypotension orthostatique et d'une dépigmentation cutanée qui le caractérise de l'insuffisance surrénalienne primaire. Cette dépigmentation siège essentiellement aux aréoles mamelonnaires et au niveau des organes génitaux externes. L'absence de la mélanodermie s'explique par la carence en ACTH, qui est normalement donc responsable de la pigmentation vu qu'elle est sécrétée en même temps que l'hormone qui est la mélanocortine. Donc, s'il n'y a pas d'ACTH, il n'y aura pas de POMC, donc de mélanocortine, donc pas de pigmentation. On peut avoir des manifestations hypoglycémiques, mais elles sont le plus souvent rencontrées chez l'enfant et elles traduisent l'association de deux types de déficits, le déficit en cortisol ainsi que le déficit en hormone de croissance qui est une hormone hyperglycémiante.
Comment s'explique la préservation de la comment s'explique l'absence d'hypotension artérielle ou bien sa moindre fréquence ainsi que celle des troubles digestifs dans l'insuffisance corticotrope. Elle s'explique par une seule chose, c'est qu'il y a une préservation de la sécrétion des minéralocorticoïdes, chose qu'on retrouve assez fréquemment dans l'insuffisance surrénalienne primaire où l'atteinte touche aussi bien l'axe des glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes. Donc l'hypotension artérielle domine aussi le tableau, c'est-à-dire elle n'est pas absente complètement, malgré l'absence du déficit en minéralocorticoïdes, mais on l'explique par la vasoplégie qui est liée à une diminution du tonus vasculaire secondaire à cette carence en cortisol. Chez l'enfant, le tableau est un tout petit peu différent, vu que les signes cliniques sont le plus souvent insidieux, latents, et le tableau est prédominé par les accès hypoglycémiques qui sont plus sévères que s'associe un déficit somatotrope. Donc le diagnostic du déficit corticotrope doit être recherché dès qu'il y a suspicion clinique, car il peut être à l'origine d'une insuffisance surrénalienne aiguë, le plus souvent de pronostic fatal. Qu'en est-il maintenant des manifestations de l'insuffisance thyréotrope? Chez l'adulte, les manifestations de l'insuffisance thyréotrope surviennent rarement au premier plan. Ils associent une apathie, une frilosité, une constipation avec bradycardie. Cependant, il n'y a pas d'infiltration myxédémateuse, à la différence de l'hypothyroïdie primaire. Hormis une petite bouffissure du visage, la peau est sèche avec une dépilation moins importante que dans l'insuffisance que dans l'hypothyroïdie primaire. Chez l'enfant, le tableau est pratiquement identique à celui de l'adulte, mais il est un peu plus discret et le déficit thyréotrope, s'il existe chez l'enfant, il participe le plus souvent au retard de croissance. Qu'en est-il maintenant de l'insuffisance gonadotrope? Comme on l'avait dit au début, l'atteinte de la sécrétion des gonadotrophines intervient au premier plan. Elles sont le plus souvent, des signes sont plus souvent constants et plus précoces. Chez l'homme, il peut s'agir d'une dysfonction érectile. Ce déficit, quand il se prolonge, il peut être responsable d'une baisse de la masse musculaire et d'un accroissement de l'adiposité, avec régression progressive des caractères sexuels secondaires, qui sont donc des signes tardifs et rares de l'insuffisance antipophysaire acquise. Chez la femme, en période d'activité génitale, la symptomatologie est dominée essentiellement par l'aménorrhée secondaire, à la différence de l'atteinte périphérique où il n'existe pas de bouffée de chaleur de l'insuffisance gonadotrope. Elle peut s'accompagner aussi d'une frigidité et d'une atrophie vulvo-vaginale responsable d'une sécheresse vaginale. Qu'en est-il de l'insuffisance somatotrope? Le tableau diffère selon qu'il s'agit donc d'un adulte ou bien d'un enfant. Chez l'adulte, l'insuffisance somatotrope est le plus souvent isolée et le plus souvent aussi asymptomatique. Que chez l'enfant, le tableau clinique est celui d'un anisme harmonieux avec une acrométrie, on y retrouve une adiposité abdominale avec une gracilité musculaire. Le développement intellectuel chez l'enfant atteint d'une insuffisance somatotrope est normal, sauf s'il y associe une insuffisance thyréotrope. Néanmoins, la maturation osseuse est retardée. Et ceci, on peut donc l'identifier par la réalisation d'un âge osseux. Donc sur cette plaque, on peut voir un anisme par déficit somatotrope. En dehors de la petite taille, donc on note la présence d'un micropénis, l'adiposité abdominale qu'on voit sur la photo de profil. Ce sont des symptômes caractéristiques du déficit chez Dernier déficit, c'est celui donc de la prolactine, ou bien ce qu'on appelle le déficit lactotrope, qui est très rare, qui est l'apanage de la destruction complète de l'hypophyse. Néanmoins, il n'y a pas de traduction clinique, hormis dans le cas où il existe un syndrome de Sheehan, où l'on constate l'absence de montée laiteuse, et on verra le syndrome de Sheehan juste après dans les étiologies. Passons maintenant, après le diagnostic clinique, à la confirmation biologique. La confirmation biologique peut se faire à l'aide d'examens donc peu invasifs ou bien d'examens donc très simples. Tel est le cas dans l'insuffisance corticotrope. On peut faire appel à un ionogramme qui va objectiver une hyponatrémie de dilution, surtout en cas de décompensation aiguë. Ceci est dû
Ceci est dû à une sécrétion inappropriée de l'ADH, inductrice de cette rétention hydrique, secondaire elle-même à une carence en cortisol. Pour la calémie, elle reste normale, vu qu'il n'y a pas de déficit en minéralocorticoïdes, et on peut retrouver l'hypoglycémie. Le diagnostic positif de l'insuffisance corticotrope repose principalement sur la mesure du taux de cortisol à 8 heures. Dans certaines situations, on peut faire appel au cortisol salivaire. Donc le taux de cortisol plasmatique à 8 heures à lui seul ne suffit pas pour poser le diagnostic de l'insuffisance surrénalienne secondaire. Si le taux est inférieur à 80 nanomoles par litre, avec un cortisol salivaire inférieur à 5 nanomoles par litre, sans élévation de l'ACTH plasmatique, donc ces données sont évocatrices d'une insuffisance surrénalienne secondaire. Mais la confirmation ne peut se faire qu'à l'aide d'un test de stimulation, donc qui pourra documenter la réserve surrénalienne. Donc ce test fait appel au synactène qui sera administré à raison de 250 microgrammes. Et le synactène correspond à de l'ACTH synthétique. Donc on injecte en intraveineux 250 microgrammes. Et on mesure le cortisol de base, c'est-à-dire avant injection, puis à la 30e et la 60e minute après l'injection. Dans la situation donc de normalité, le pic de cortisol se verra supérieur à 600 nanomoles par litre. Par contre, si le patient présente une insuffisance corticotrope, la réponse est très inférieure à ce seuil, quelle que soit la dose de synactène que vous avez utilisée ou que vous avez injectée. À ce test donc au synactène, pour explorer donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, on peut avoir recours à d'autres tests tels que le test à la mitopyrone, à l'hypoglycémie insulinique et le test à la CRH, mais on y a donc très rarement recours donc ces dernières années. Qu'en est-il de l'insuffisance thyréotrope? Donc le diagnostic se fait aisément par le dosage des hormones thyroïdiennes. L'FT4 donc circulante est diminuée sans élévation compensatrice de la TSH plasmatique, avec une T3 qui est normale en raison de la majoration donc de l'activité de la déciodase. On peut avoir recours au test de stimulation par la TRH, qui reste utile pour dépister, faire la différence entre forme partielle et latente, et pour préciser le mécanisme, est-ce qu'il est hypothalamique ou hypophysaire. Donc, la réponse à la TSH sera diminuée ou plus rarement absente si l'atteinte est hypophysaire. Par contre, elle sera ample et prolongée, et parfois même retardée s'il existe une lésion hypothalamique. Qu'en est-il de l'insuffisance gonadotrope? Le diagnostic biologique est aussi facile. Chez l'homme, on aura recours au dosage donc, de la testostérone et de gonadotrophine plasmatique. Puisqu'il s'agit d'un déficit de gonadotrope, on aura un abaissement de la testostérone sans élévation de la LH et de la FSH. Chez la femme, il en est de même. Les concentrations de stradiol sont normales ou normales basses, sans élévation des gonadotrophines. Pour l'insuffisance somatotrope, c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué. Donc, le taux de GH de base ne va pas suffire pour le diagnostic d'insuffisance somatotrope. On aura recours au dosage de l'IGF-1, qui est donc un facteur de croissance, dont la diminution est un bon élément d'orientation, à condition qu'il soit rapporté à la normale pour l'âge et pour le sexe. Dans le diagnostic de l'insuffisance somatotrope, à côté du dosage de l'IGF-1, donc il est indispensable d'avoir recours à des explorations donc dynamiques pour affirmer le déficit somatotrope. Donc, ce diagnostic repose sur l'absence de réponse à deux épreuves différentes de stimulation. Première épreuve, c'est le test d'hypoglycémie insulinique, où le pic de sécrétion normalement de GH survient entre la 30e et la 60e minute suivant l'injection de l'insuline. Donc l'injection de l'insuline se fera au temps zéro. Normalement à la 30e 60e minute, on aura une baisse donc, de la glycémie et normalement dans les conditions de feu physiologique, on aura une augmentation de la sécrétion de la GH en réponse à la baisse de la glycémie. Donc une réponse est dite normale si elle est supérieure à 10 nanogrammes par millilitre chez l'enfant et à 4 nanogrammes par millilitre chez l'adulte. Ainsi, si le taux est inférieur à 10 nanogrammes, on parle d'un déficit somatotrope. À ce test d'hypoglycémie insulinique, il faut combiner, comme on l'avait dit, un deuxième test. Donc ça peut être le test combinant arginine et L-dopa ou bien un test de stimulation par le glucagon propranolol.
Dernier déficit, c'est l'insuffisance lactotrope. C'est très facile donc de l'identifier. Donc, un dosage de la prolactine de base peut constituer un élément d'orientation donc pour le diagnostic du déficit lactotrope. Passons maintenant au diagnostic étiologique. En fonction donc d'atteinte, donc qu'elle soit hypothalamique, hypophysaire, suprahypothalamique, il peut s'agir aussi d'atteintes idiopathiques. Commençons par les atteintes hypothalamiques. Elles sont de plusieurs origines, tumorales, infiltratives, iatrogènes, traumatiques, infectieuses ou même fonctionnelles. Commençons par les causes tumorales. La principale cause tumorale chez l'enfant, c'est le crânio-pharyngium. Mais le plus souvent, il n'est diagnostiqué qu'à l'âge adulte. C'est quoi le crânio-pharyngium? C'est une tumeur épithéliale, heureusement elle est bénigne, et qui altère la fonctionnalité des noyaux hypothalamiques qui sécrètent l'ADH et va exercer, en plus donc de l'altération de la fonctionnalité, va exercer une compression sur le tissu antihypophysaire. Cliniquement, le tableau de ce crânio-pharyngium est révélé le plus souvent par des troubles visuels et des troubles neurologiques. On peut avoir aussi d'autres tumeurs, les méningiomes supra- ou paracellaires, donc qui sont le plus souvent révélés par un syndrome. Et les autres tumeurs sont rarement responsables d'atteintes hypothalamiques à type de gliome, de chordome, de kyste dermoïde ou d'anévrisme carotidien. Pour les causes infiltratives, c'est essentiellement les granulomatoses type sarcoïdose et histiocytose X qui sont incriminées. Et le tableau ici, donc, il est plus souvent lent et insidieux, mais il peut aussi être brutal, révélé par un diabète insipide. Troisième cause, c'est les causes iatrogènes. Et ici, donc, nous faisons intervenir, incriminer le plus souvent donc, la neurochirurgie sur le cerveau et aussi la radiothérapie. Qu'en est-il des causes traumatiques? Donc, c'est le plus souvent les patients qui ont subi un accident de la voie publique avec section de la tige pituitaire, ou bien les patients qui ont, en dehors des accidents de la voie publique, qui ont reçu un traumatisme crânien sévère qui sera responsable donc d'une atteinte hypothalamique avec une atteinte de la tige pituitaire ou section de cette dernière. Pour les causes infectieuses, elles sont les plus fréquentes les causes infectieuses les plus fréquentes sont essentiellement les encéphalites virales d'ordre herpétique, mais il peut s'agir aussi d'une tuberculose, d'une syphilis ou bien certaines mycoses, essentiellement donc certaines maladies virales donc en dehors du sida. Pour les causes fonctionnelles, on parle d'atteinte fonctionnelle quand on a un blocage prolongé des sécrétions hypothalamiques, donc qui sont freinées par une influence supraphysiologique. On prend le cas des insuffisances stéréotropes qui sont secondaires qui persistent après la correction d'une hyperthyroïdie. Il peut s'agir aussi d'inertie corticotrope retrouvées après traitement d'un syndrome donc, de Cushing, ou bien les insuffisances donc, gonadotropes qui surviennent après réduction d'une hypersécrétion des stéroïdes sexuels d'origine tumorale. Dernier volet, c'est les causes génétiques. Donc c'est plus souvent le syndrome de Kallmann de Morsier et certaines mutations du gène de la POMC. Qu'en est-il des atteintes hypophysaires? Donc c'est pratiquement les mêmes étiologies qui reviennent. Les causes tumorales, ils vont comprimer l'hypophyse saine et interrompre les connexions hypothalamo-hypophysaires ou bien peuvent même perturber la physiologie du tissu antihypophysaire. Il peut s'agir de rares cas de cancer primitif de l'hypophyse, de métastases hypophysaires de certains cancers du poumon ou bien du sein, et d'autres formations tumorales de la base du crâne, telles que les méningiomes, les germinomes et les amas. Nous allons maintenant passer aux causes vasculaires. Et là, donc, on va parler du syndrome de Sheehan, qui est une nécrose antihypophysaire essentiellement retrouvée dans le postpartum, secondaire à un bas débit sanguin pituitaire. Donc, comme on vient de le dire, elle apparaît dans le postpartum, classiquement dans les suites d'une hémorragie de la délivrance, avec un collapsus cardiovasculaire. Donc, cette pathologie s'explique par l'hyperplasie et l'hypervascularisation de l'hypophyse, donc qui survient au cours de la grossesse et le plus souvent dans les grossesses multiples, et qui à l'occasion d'une hémorragie de la délivrance, on aura donc un bas débit sanguin donc pituitaire et par conséquent une nécrose hémorragique. Le tableau donc est rapidement évoqué devant l'absence de montée laiteuse et de retour de couche.
Et le plus souvent, donc c'est ça le tableau, donc c'est l'association d'une absence de montée laiteuse de retour de couche, mais on peut avoir d'autres signes, ils sont très discrets, un diabète insipide, donc qui peut se voir, mais il est donc très rare. On a pu observer aussi plus rarement d'autres nécroses ischémiques pituitaires en dehors du contexte donc, du postpartum. Donc ce sont les hémorragies extragénitales massives avec collapsus, telles que les hémorragies digestives chez les sérotiques, un anévrisme de la carotide interne. Dans ce cas, on ne parle pas de syndrome de Sheehan. Donc, le syndrome de Sheehan est très particulier de la nécrose hypophysaire du postpartum et on parlera de maladie de Sheehan. Il peut s'agir aussi d'apoplexie hypophysaire, donc c'est une nécrose hémorragique brutale d'un adénome hypophysaire, qu'il soit sécrétant ou non, qui va entraîner un tableau aigu d'insuffisance antéhypophysaire avec une symptomatologie qui va être très bruyante. C'est un malade qui jusque-là n'avait aucune symptomatologie et qui soudainement va présenter des céphalées sévères, rétro-orbitaires ou diffuses, une altération rapide du champ visuel avec diplopie et compression des nerfs oculomoteurs et parfois même des troubles de la conscience avec un syndrome méningé et un tableau d'hypertension intracrânienne. Ça peut être un mode révélateur donc, de la lésion donc, tumorale. Autre étiologie, c'est les causes infiltratives, et dans ce cas, on parle de l'hypophysite donc auto-immune qu'on retrouve chez une femme jeune en fin de grossesse ou durant donc, le post. Il peut s'agir aussi d'hémochromatose ou bien de maladie de Wegener, donc qui est une vascularite qui touche principalement l'arbre respiratoire et rénal, mais elle peut aussi infiltrer donc l'hypophyse. Qu'en est-il des causes traumatiques? Donc, actuellement, la prévalence de l'insuffisance hypophysaire post-traumatique est estimée jusqu'à 60% et elle se voit souvent chez les patients victimes d'un traumatisme crânien sévère ou modéré. Et cette insuffisance antéhypophysaire post-traumatique est plus souvent attribuée à une atteinte des fragiles et peu nombreux longs vaisseaux portes qui irriguent donc l'hypophyse. Pour les causes iatrogènes, c'est toujours l'exéra chirurgicale d'un adénome hypophysaire, bien la radiothérapie hypophysaire conventionnelle qui peuvent être responsables d'insuffisance antéhypophysaire. Les causes infectieuses, ce sont les rares abcès hypophysaires et les infections par VIH, sans oublier la tuberculose et certaines affections microbiennes. Quant aux causes donc, génétiques, ils sont rares, avec une incidence de 1 sur 100 000 naissances. Ils sont diagnostiqués le plus souvent chez un enfant qui présente des accès hypoglycémiques avec une atteinte endocrinienne associée à des anomalies neuro-ophtalmologiques. Donc ça, c'est les différents déficits hypophysaires au cours des anomalies génétiques. Vous pouvez le voir, donc il y a plusieurs gènes responsables donc antéhypophysaire, qu'elles soient partielle ou bien même donc complète. Tel est le cas donc de l'anomalie donc du gène de PIX2 ou bien du HESC-X1. Les autres causes, c'est la classique selle turcique vide qui est due essentiellement à un arachnoïdocèle. Donc c'est la présence du liquide céphalorachidien dans la cavité cellaire. Et elle est due à quoi donc la présence de ce liquide. Donc c'est une hernie de la citerne chiasmatique vu la fragilité donc du diaphragme cellaire. Dans ce cas, l'hypophyse est retrouvée plaquée en bas et en arrière contre le plancher cellaire, c'est-à-dire que l'hypophyse elle est saine, elle n'est pas touchée, elle n'est pas le siège donc d'une lésion tumorale ou autre chose, mais c'est le passage donc de la citerne chiasmatique à travers ce diaphragme qui est fragilisé et qui va donc entraîner donc la présence du liquide dans la cavité cellaire. Il faut savoir qu'elle peut être primaire ou secondaire. Sa découverte est le plus souvent fortuite chez une femme ménopausée multipare. Cliniquement, ce sont beaucoup plus un tableau donc, de céphalée avec certaines atteintes donc, antéhypophysaires et essentiellement des troubles visuels. Et c'est l'IRM donc, qui va confirmer le diagnostic par la présence d'un signal purement liquidien du contenu intracellaire qui est très bien mis en évidence par l'association des séquences T1 et T2. Pour l'atteinte suprahypothalamique, comme dernière étiologie des atteintes antéhypophysaires, donc ils sont plus souvent dus à des affections psychiatriques, dans certaines obésités très importantes, dans certaines situations de dénutrition et d'affections sévères évolutives, donc tel est le cas donc, de l'anorexie mentale.
Dernier volet, c'est les hypopituitarismes idiopathiques. C'est-à-dire quand toutes les investigations sont faites, quand l'utilisation de tous les moyens dont on dispose sont réalisés et qu'on n'arrive pas donc à trouver ou bien à trouver une explication donc à cette insuffisance anti-hypophysaire, donc on peut lui attribuer le terme donc d'hypopituitarisme idiopathique. Qu'en est-il maintenant du traitement? Il faut savoir que le traitement porte sur 3 objectifs: substituer les déficits hormonaux, prévenir une éventuelle décompensation aiguë et traiter les. Commençons par le traitement substitutif. Il diffère selon qu'il s'agit d'une phase aiguë ou bien en dehors de la phase aiguë. Quand on est dans une phase aiguë, le traitement doit être instauré en urgence. Une compensation du déficit hydrominéral est indispensable avec une substitution donc de l'hormone qui est donc déficitaire. La compensation des pertes donc hydriques se fera donc par l'administration intraveineuse de sérum salé ou de sérum donc glucosé. La compensation donc des déficits, s'il s'agit d'un déficit corticotrope, on fera appel à l'hydrocortisone par voie veineuse à raison de 200 mg donc par 24 heures. Donc ça peut être de 100 à 200 mg donc toutes les 6 à 8 heures. La compensation du déficit thyriotrope fera appel à la levothyroxine par voie veineuse quand elle est disponible à raison de 100 à 500 microgrammes par 24 heures. En dehors de s'il s'agit d'un déficit corticotrope chez l'adulte, c'est l'hydrocortisone qui sera donc à donner par voie orale à une posologie donc de 15 donc jusqu'à 30 mg par jour répartie en 2 prises matin et soir. Chez l'enfant, la posologie est donc en mètres carrés en surface corporelle, 15 à 20 mg par mètre carré de surface corporelle. Il faut savoir que ce patient avec déficit corticotrope doit être éduqué. Il doit savoir adapter sa dose quotidienne d'hydrocortisone dans les situations stressantes. Il est nécessaire qu'il connaisse tous les signes de décompensation surrénalienne. Il doit éviter la prise de laxatifs et de diurétiques. Éviter donc le régime des sodés quand il s'agit d'un patient, d'un adulte avec hypertension artérielle. Il faut consécutivement donc apporter du chlorure de sodium donc de façon donc normale. Mais reste 2 précautions à prendre. C'est le port permanent d'une carte indiquant le diagnostic et le traitement de votre patient et la disponibilité au domicile du patient d'un flacon d'hydrocortisone qu'il pourra utiliser en cas de troubles digestifs avant de se rendre au milieu donc spécialisé. Deuxièmement, quand il s'agit d'un déficit thyriotrope. Donc chez l'adulte, on aura recours à la levothyroxine par voie orale à raison de 100 à 150 microgrammes par jour. Et chez l'enfant, c'est toujours la levothyroxine à raison de 3 à 9 microgrammes par kilo en fonction de l'âge. Pour le déficit gonadotrope, donc il sera débuté que lorsque l'âge osseux est de 11 à 12 ans chez la fille et 13 à 14 ans chez le garçon, donc pour éviter qu'il y ait donc un blocage donc de la croissance. Surtout si un traitement par la GH est en cours. Donc le but en finalité, c'est d'améliorer le pronostic donc de la taille. Donc le traitement donc fera appel à l'administration de gonadotrophine et LH et FSH donc en fonction des situations. Prends l'exemple donc d'un homme qui présente un déficit de gonadotrope. On proposera donc substitutif et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs moyens donc thérapeutiques, essentiellement les nantates de testostérone, donc une injection de 250 mg toutes les 3 à 4 semaines. Mais donc en cas de désir donc de fertilité, donc on sera obligé d'induire l'ogenèse, donc en faisant appel à l'injection tri-hebdomadaire de la FSH humaine recombinante. Par contre, si le déficit est d'origine hypothalamique, on fera appel à l'administration du GnRH de façon pulsatile. Chez l'homme, la surveillance du traitement, donc de cette induction de la spermatogénèse, fera appel à la mesure du volume testiculaire et du dosage de la testostérone, sans oublier la pratique d'un spermogramme. Par contre, chez l'homme, on aura recours aux œstrogènes. Comme vous pouvez voir, il y a aussi donc, toute une liste d'œstrogènes. Chez la fille, le traitement sera débuté par de faibles doses d'œstrogène, donc à raison de 0,2 mg par jour d'éthényl-estradiol, avec une augmentation donc progressive. Le but, c'est de se rapprocher de la physiologie et d'éviter une maturation osseuse trop rapide. Et chez la femme adulte, donc le traitement sera prescrit jusqu'à l'âge de la ménopause.
Par contre, si la femme se présente avec un désir de grossesse, en plus donc de ce traitement hormonal, donc il faut induire l'ovulation. Donc, si le déficit est hypophysaire, donc on aura recours à l'administration de la FSH humaine recombinante. Et si le déficit est hypothalamique, donc on aura recours à l'injection intraveineuse toutes les 90 minutes d'un bolus de GnRH. La surveillance se fera de même, donc sur la qualité de la glaire cervicale, en faisant appel à un dosage de la 17-bêta-œstradiol plasmatique, sans oublier une échographie ovarienne. Pour le déficit donc somatotrope, chez l'enfant, lorsque le déficit est d'origine hypophysaire, donc on aura à utiliser la GH humaine recombinante à une posologie de 0,035 à 0,045 mg de GH par kilo de poids corporel. Et si le déficit est hypothalamique, on aura recours à l'administration pulsatile de la GHRH. Le traitement sera surveillé donc de façon prolongée sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, sur des données cliniques, la taille, la vitesse de croissance et paraclinique par un dosage de l'IGF-1 plasmatique et sans oublier la réalisation d'un âge osseux. Chez l'adulte, jusqu'à il y a quelques années, la substitution du déficit somatotrope paraissait inutile. Mais dernièrement, donc elle a tout son intérêt vu qu'elle améliore l'état asthénique du patient et qu'elle va remodeler la composition corporelle. C'est-à-dire elle va réduire l'adiposité abdominale et augmenter la masse musculaire, réduisant ainsi donc le risque cardiovasculaire. Les posologies sont inférieures à celles de l'enfant, elles varient entre 0,15 et 0,3 mg par jour. Donc à côté de tout ce traitement donc substitutif, il ne faut pas oublier qu'il y a une étiologie qu'il faudra donc traiter. Il faut d'abord l'identifier et la traiter. Donc c'est le cas d'une apoplexie hypophysaire, c'est le cas d'une tumeur qu'on pourra donc réséquer par la chirurgie, c'est le cas d'une maladie système à laquelle on pourra donner le traitement donc approprié. Et c'est le cas d'une infection qu'on pourra donc juguler par un traitement donc antibiotique. La présentation, comme vous l'avez vu, de l'insuffisance hypophysaire, on l'avait dit en introduction, est très variable. Donc ceci donc, est expliqué essentiellement par le caractère soit partiel ou complet du déficit donc, pituitaire. Plus le tableau est complet, plus plus la teinte est complète, plus le tableau est complet. Les points clés qu'il faudrait retenir, qu'il faut savoir suspecter l'insuffisance hypophysaire sur des arguments cliniques et confirmés par des arguments donc, biologiques. Il faut savoir se servir des investigations endocriniennes adéquates pour confirmer donc, cette pathologie. Et toute cette démarche peut être entreprise dans un contexte d'urgence médicale. Donc il faut y penser au diagnostic et il faut initier le traitement sans attendre les résultats donc des explorations biologiques, car le pronostic vital de votre patient peut être mis en jeu. Et je vous remercie.